Honorable assistance, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter un bref résumé de mon travail mené au CHU de Rabat portant sur l'incidence, la prévalence et les facteurs de risque de la rétinopathie diabétique. En introduction, la rétinopathie diabétique correspond à l'ensemble des atteintes choriorétiniennes en rapport avec l'hyperglycémie chronique. C'est la microangiopathie la plus fréquente du diabète. Elle représente un problème de santé publique majeur puisque c'est l'une des premières causes de cécité dans le monde. Notre étude a porté sur l'estimation de l'incidence, la prévalence et la détermination des facteurs de risque associés. Pour cela, nous avons mené une étude rétrospective sur une durée d'1 an au CHU de Rabat, au service d'ophtalmologie A, entre janvier 2022 et janvier 2023, portant sur 600 patients diabétiques âgés de plus de 20 ans. Ont été exclus de l'étude les patients de moins de 20 ans et ceux dont le fond d'œil était inaccessible du fait de la présence d'une opacité des milieux transparents. Nous avons recueilli les données suivantes. Les données sociodémographiques et cliniques, comprenant l'âge, le sexe, le type et la durée du diabète et le traitement suivi, ainsi que les antécédents associés. Les données biologiques incluant la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée, l'urée, la protéinurie de 24 heures, ainsi que les valeurs du bilan lipidique. Les données ophtalmologiques avec les résultats de la réfraction, la mesure de la meilleure acuité visuelle avec et sans correction optique, l'examen du segment antérieur, la prise du tonus oculaire et le fond d'œil après dilatation pupillaire. Et tous les patients ayant une rétinopathie diabétique ont bénéficié d'une angiographie rétinienne et de la tomographie par cohérence optique, l'OCT maculaire. Nos résultats ont retrouvé les moyennes suivantes. La moyenne d'âge était de 58 ans, 86% des patients avaient un diabète de type 2, la durée de l'ancienneté du diabète était de 10 ans, la glycémie à jeun était de 1,91 g, l'hémoglobine glyquée était de 9,6%, 27% des patients présentaient une cataracte et 13% avaient une hypertonie oculaire. 39,4% de nos patients présentaient une rétinopathie diabétique, tous stades confondus. Parmi les 39%, 8,2% étaient déjà au stade de la rétinopathie diabétique proliférante, dont 7% étaient non compliqués, et malheureusement 1,2% présentaient déjà une complication type hémorragie intravitrienne, décollement de rétine et glaucome néovasculaire. Parmi notre échantillonnage de 600 patients, plusieurs comorbidités ont été mises en exergue, la principale étant l'hypertension artérielle avec un nombre de 141 malades. L'étude multivariée nous a permis de trouver que la survenue de la rétinopathie diabétique a été statistiquement associée avec l'anxiété du diabète et l'hypertension artérielle avec des valeurs d'odds ratio à 1,09 et 2,52. À l'étude multivariée, on trouve que les patients sous antidiabétiques oraux ont moins de risques de développer une maculopathie diabétique par rapport aux patients insulinotraités, indépendamment du type de diabète. Donc en discussion, la rétinopathie diabétique demeure l'une des principales causes de cécité dans le monde, de par ses complications hémorragiques et tractionnelles chez les sujets de plus de 50 ans et de la présence de l'œdème maculaire chez les sujets de moins de 50 ans. Concernant l'incidence, nous nous situons dans l'intervalle entre les pays développés et ceux en voie de développement. Comparativement au Maroc, nous sommes à 39,4% versus 44%, retrouvés dans l'étude menée par l'équipe de CHU de Fès, publiée dans le journal français d'ophtalmologie en 2016. Par rapport aux pays développés, notre chiffre est plus élevé que le leur, avec une variante entre 19 et 31%. Et nous sommes inférieurs aux chiffres retrouvés chez nos voisins, notamment la Tunisie et l'Égypte, avec des chiffres dépassant les 40%. Quant aux facteurs de risque de la rétinopathie diabétique, une étude phare réalisée par une équipe chinoise en 2016 a démontré que le facteur de risque non modifiable dans la survenue de la rétinopathie diabétique était représenté par l'ancienneté du diabète avec une durée de 15 ans versus 10 ans retrouvés dans notre étude. La DCCT, qui représente une étude clé dans les complications du diabète, a mis en évidence la forte association entre le contrôle glycémique et la sévérité de la rétinopathie diabétique, puisqu'une bonne gestion de la glycémie à jeun réduisait de 25% le risque de développer une rétinopathie diabétique sévère. Voici le cas du patient de 45 ans, diabétique,
connus qui présentent une baisse de l'acuité visuelle à l'œil droit, avec une acuité visuelle chiffrée à 7 dixièmes non améliorable. L'OCT maculaire objectif un début de démaculaire. Le seul fait d'équilibrer ces chiffres glycémiques a permis la régression totale de l'édème maculaire sans aucun recours aux injections intravitréennes. Pour ce qui est de la tension artérielle, une étude réalisée en 2023 a montré que, quel que soit le stade de la rétinopathie diabétique, avec ou sans œdème maculaire, tout patient diabétique avait un risque plus accru d'aggraver sa rétinopathie diabétique avec des chiffres tensionnels supérieurs à 12/8, qu'ils soient connus ou non hypertendus. D'après notre étude, les patients sous antidiabétiques oraux avaient une prévalence de la maculopathie diabétique inférieure aux patients insulino-traités. La prévalence de la rétinopathie diabétique ainsi que sa sévérité semble être plus importante chez les diabétiques insulinodépendants selon plusieurs auteurs. Ceci rejoint les résultats retrouvés dans une étude menée par le service d'ophtalmologie de l'hôpital de la Riboisière et des 15-20, où 45% des diabétiques traités par insuline avaient une rétinopathie diabétique contre seulement 17% de ceux traités par les antidiabétiques oraux. Donc en conclusion, notre étude a montré que la rétinopathie diabétique touche 39,4% des patients dans la région de Rabat. Ces chiffres ne sont pas très loin de ceux des pays développés, du fait du dépistage de plus en plus précoce des patients diabétiques et de la qualité et de la bonne prise en charge des endocrinologues. De nombreux facteurs de risque ont été identifiés. Parmi les plus importants, on identifie la glycémie à jeun, l'hypertension artérielle ainsi que l'ancienneté du diabète, d'où l'intérêt d'une collaboration étroite et multidisciplinaire entre ophtalmologistes, endocrinologues, généralistes et cardiologues dans la sensibilisation et la prise en charge de cette population diabétique. Et merci. Merci, cher professeur. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter aujourd'hui brièvement un résumé de notre travail sur le diabète nouvellement diagnostiqué chez les malades atteints du Covid-19. Pour faire, on va suivre le plan suivant. Comme vous le savez tous, le Covid était beaucoup plus qu'une crise sanitaire dans notre époque, mais aussi une crise économique et sociale laissant de profondes cicatrices. Depuis son apparition, le virus s'est propagé à tous les continents responsables de pneumopathies sévères. Il existait une relation à double sens entre cette pandémie et l'endémie du XXe siècle, le diabète. Ce dernier a été identifié rapidement comme un facteur associé aux formes graves et à l'évolution défavorable. Et en contrepartie, l'infection au SARS-CoV semblait aussi pouvoir entraîner des nouveaux cas du diabète. Cependant, il persistait un certain nombre de questions concernant ce diabète. Par quelle fréquence, quel mécanisme physiopathologique et vers quelle évolution, une persistance ou rémission. Pour répondre à ces questions, l'objectif de notre travail a été de déterminer la fréquence de ce diabète ainsi que l'évolution à court et long terme. Donc, nous avons mené une étude de cohorte mixte incluant 340 malades non connus diabétiques hospitalisés pour Covid-19 pendant un an, avec un suivi au cours de l'hospitalisation et un suivi un an après la sortie. Les diabétiques, les malades diabétiques et les femmes enceintes ont été exclués. Le recueil de données a été fait à l'aide d'un CRF rempli par l'équipe d'endocrinologie. L'analyse statistique a été faite à l'aide de logiciels SPSS avec une signification à 0,05 et bien sûr avec respect des aspects éthiques. Donc là, il y a un aperçu, un algorithme initial de notre étude. Donc nous avons eu 340 malades qu'on a divisés en deux groupes, le groupe A et le groupe B. Le groupe B des diabétiques nouvellement diagnostiqués a été subdivisé par la suite en deux groupes des patients diabétiques ayant un diabète préexistant nouvellement diagnostiqué dont l'hémoglobine glycée était supérieure à 6,5 et le deuxième groupe des malades ayant une hyperglycémie inaugurale. Ces deux groupes ont bénéficié d'un suivi après un an. Et là, après avoir clarifié notre méthodologie, on va parler de la fréquence du diabète nouvellement diagnostiqué au sein de la population étudiée, dont la nôtre était à 30%. Et là, dans une cohorte indienne incluant les malades hospitalisés pour le Covid-19, où le diabète nouvellement diagnostiqué était objectivé chez 20,6% des cas. En contrepartie, une méta-analyse de 8 études avec plus de 3700 malades a trouvé une fréquence de 14,4%. Cette variabilité de proportion est due surtout
surtout à la différence entre les définitions utilisées dans chaque étude. En ce qui concerne les données démographiques, dans notre échantillon, plus que la moitié avait un âge supérieur à 60 ans avec une prédominance masculine. Pour les antécédents, le groupe B présentait plus de comorbidité par rapport au groupe A. Sur le plan clinique, la symptomatologie était variée, mais on n'a pas noté une différence significative. Sur le plan glycémique, plus que la moitié de l'échantillon avait une glycémie inférieure à 2. Sinon, on a trouvé une cétonurie positive chez 7 malades, et cela, ce qui concorde avec plusieurs cas publiés qui ont objectivé des décompensations cétoacétosiques inaugurales chez les malades atteints du Covid-19. Et là, c'est l'exemple de l'étude égyptienne. Elle a été expliqué et rapporté que le SARS-CoV-2 peut entraîner un diabète à tendance cétosique via sa liaison aux récepteurs d'ACO2 qui sont présents au niveau des cellules bêta, ce qui va provoquer une perturbation métabolique par la suite via la destruction de ces cellules. Mais est-ce que ce déséquilibre va persister ou non? C'est ce qu'on va voir par la suite. Sinon, en ce qui concerne les données biologiques, sur le plan inflammatoire, on n'a pas noté une différence significative, et sur le plan radiologique, plus que la moitié de nos malades avaient une étendue inférieure à 25% sur les images radiologiques. Sinon, pour mettre en évidence la part du stress dans le mécanisme physiopathologique, on a dû comparer la durée d'hospitalisation des deux groupes et on s'est retrouvé avec une durée significativement plus longue dans le groupe B par rapport au groupe A. Et là, dans une étude américaine menée par Sarah Cormer, ils ont objectivé que la durée d'hospitalisation était plus longue dans le groupe des diabétiques nouvellement diagnostiqués par rapport aux non-diabétiques. Et là, passons maintenant à l'évolution au cours de l'hospitalisation. Elle était critique chez 50,5% des malades du groupe B, légèrement plus élevé par rapport au groupe A. Cela rejoint encore une fois les résultats de l'étude égyptienne où ils ont trouvé que l'évolution était beaucoup plus critique dans le groupe des diabétiques nouvellement diagnostiqués par rapport au groupe des non-diabétiques. Et là, après avoir discuté la fréquence et l'évolution à court terme, faisons maintenant un saut et arrivons à 1 an après l'hospitalisation jusqu'au mois 10 2022. Le protocole du suivi consistait à un contrôle de l'hémoglobine glyquée, la glycémie à jeun trimestriel en précisant la prise ou non des antidiabétiques et le respect ou non des mesures hygiéno-diététiques. Dans notre étude, on note une rémission de l'ordre de 84% chez les malades ayant une hyperglycémie inaugurale par rapport à une rémission de 39% chez les patients ayant un diabète préexistant nouvellement diagnostiqué. C'est-à-dire au total une rémission du diabète dans 59% des cas. Et là, ce qui rejoint les quelques études qui ont fait un suivi de 1 an post-Covid. Donc ici, on trouve l'étude américaine menée sur 1902 malades, dont 70 patients avaient un diabète nouvellement diagnostiqué. Le suivi HJ323 post-Covid a objectivé une rémission à une normoglycémie chez 40,6% des cas. Et là, au terme de cette étude, je conclurai en rappelant que le diabète nouvellement diagnostiqué affectait un tiers des patients hospitalisés atteints du Covid-19, après exclusion des sujets diabétiques. Et tant que l'apparition de ce diabète coïncidait avec un inconnu, un suivi à long terme s'avérait nécessaire pour les soulager et pour répondre à ce pourquoi. Dans notre étude, on a objectivé une amélioration de la glycémie de ces malades, voire même une rémission dans la plupart des cas, ce qui suggère que la résistance à l'insuline liée au stress, le diabète cortico-induit pourraient être les principaux mécanismes physiopathologiques de ce diabète nouvellement diagnostiqué. Pour notre étude, son point fort était la capacité de classer les patients en 2 catégories ainsi qu'un suivi du contrôle glycémique. Cependant, l'absence des soins médicaux avant l'admission était une limitation qui affecte presque toutes les études. La maladie Covid-19 était une aventure dans l'inconnu pour nous tous, une méga crise où nous étions toujours dans l'incertitude du remède au virus. Mais nous, où on a dû accepter des déceptions passagères en gardant toujours l'espoir pour un demain meilleur, un post-Covid avec beaucoup de leçons. D'où l'intérêt à mener d'autres études longitudinales locales, un suivi portant sur le suivi de ce fléau pour aider à bien décrire et clarifier la physiopathologie et l'évolution. Et merci pour votre attention. Chers maîtres, chers confrères, c'est un immense plaisir pour moi d'animer cette session sur une étude réalisée au sein de notre hôpital militaire concernant le profil autonomique du sujet diabétique. En ce qui concerne ma présentation, j'opterai pour le plan suivant. Initialement, un bref aperçu sur le système nerveux autonome à travers une petite introduction, puis par la suite, nous aborderons non patients les méthodes requises et, avant de conclure, les résultats obtenus. Le système nerveux autonome, système nerveux végétatif
ou encore appelé sous le nom de système nerveux viscéral, il constitue la partie du système nerveux responsable des fonctions autonomiques non soumises au contrôle volontaire. Son rôle principal est d'assurer le maintien de l'homéostasie, du contrôle du milieu intérieur et sa réaction vis-à-vis de l'extérieur. Ce système, l'équilibre autonomique, est ainsi crucial et dépend essentiellement de la balance sympatho-vagale. De point de vue neuroanatomique, ce système il est formé essentiellement de deux grandes composantes nerveuses. D'abord, nous avons le système nerveux parasympathique, qui est un système crânio-sacré. Et puis, le système nerveux orthosympathique ou sympathique, quant à lui, est un système thoracolombaire. Ces deux composantes, ils sont antagonistes, mais jouent un rôle complémentaire vis-à-vis des organes cibles. Toute atteinte est appelée dysautonomie. C'est une affection qui est fréquente, souvent méconnue, désagréable, car elle s'accompagne de signes fonctionnels polymorphes. Ces signes, ils sont en rapport avec une exagération ou plutôt une déficience touchant l'un des deux systèmes, que ce soit le central ou le périphérique. Elle peut être la manifestation clinique principale ou elle fait partie d'un faisceau de symptômes d'une affection caractérisée. Il faut savoir, et c'est très important, que ces syndromes dysautonomiques peuvent expliquer un grand nombre de signes fonctionnels cardiaques ou extracardiaques, malheureusement mis à tort sous des troubles psychiatriques. Ces syndromes dysautonomiques peuvent être d'origine génétique, primitive ou secondaire, dont le diabète constitue l'étiologie principale. À travers une étude rétrospective, incluant 20 cas, menée au sein de l'hôpital militaire de Rabat en collaboration avec les deux services, le service de l'endocrinologie et le service de cardiologie, au sein d'une unité spécialisée dans l'exploration du système nerveux autonome. Ces patients étaient tous des patients diabétiques type 2 qui présentaient des signes fonctionnels de dysautonomie. Nous avons recueilli quelques données à type 2 caractéristiques de leur diabète. Ces patients, nous avons exclu toute comorbidité associée, notamment cardiaque ou neurologique, pouvant expliquer les manifestations cliniques, et leur bilan biologique était strictement normal, excluant ainsi une dysthyroïdie, une anémie, un syndrome inflammatoire. À travers un interrogatoire, à travers un questionnaire, nous avons interrogé nos patients. Donc, l'objectif principal de notre étude est d'évaluer le profil autonomique de nos patients diabétiques et de guetter une éventuelle neuropathie autonome cardiaque pour bénéficier de ces 4 tests. Par ordre de déroulement, nous avons d'abord la manœuvre de la respiration profonde, ou encore appelée le deep breathing. Cette manœuvre est le gold standard dans l'exploration du nerf vague. Une valeur est dite normale quand elle est à 30%. Au-delà de cette valeur, il s'agit d'une hyperactivité vagale. Au-dessous, c'est une déficience vagale. La deuxième méthode est la test de contraction isométrique de l'avant-bras, ou le hand grip, qui permet l'exploration du système alpha sympathique périphérique. Donc, une valeur est dite normale quand elle est à 10%. Le troisième test, c'est le test de stress mental à travers une échographie de stress ou encore un calcul mental. Il permet d'évaluer la réponse alpha et bêta sympathique, cette fois-ci centrale. Donc, une valeur est dite normale quand elle est à 10%. Et enfin, nous avons le test de l'orthostatisme qui permet de détecter l'hypotension orthostatique, l'hypertension orthostatique ou l'intolérance à l'orthostatisme. Donc, le résultat de notre étude, en moyenne, l'âge moyen était de 46 ans, avec un sexe ratio de 1. L'ancienneté de diabète était estimée entre 5 et 20 ans. L'équilibre, majoritairement, plus de la moitié des personnes, ils étaient déséquilibrés, et plus de 50%, plus de la moitié des personnes présentaient déjà une complication vasculaire. Majoritairement, nous avons retrouvé comme signe de dysautonomie une fatigue qui était excessive, une sensation de vertige, des pâleurs, des soifs, un malaise au lever, des nausées, des vomissements, des épisodes de tachycardie ou plutôt de bradycardie. Donc, le profil autonomique de nos sujets diabétiques était dominé essentiellement par une déficience vagale dans 90% des cas. Dans 50% des cas, on a retrouvé une déficience alpha-sympathique ou plutôt une hyperactivité sympathique. Dans 30% des cas, une hypotension orthostatique. Dans 10% des cas, une hypertension orthostatique. Et dans 2% des cas, une tachycardie orthostatique. Donc,
Il faut savoir que la déficience vagale, elle est majoritaire chez le sujet diabétique, que nous pouvons d'emblée suspecter devant la présence d'une tachycardie de repos. Cette tachycardie, elle est définie par une fréquence cardiaque qui est supérieure ou est égale à 80 battements par minute et constitue un signe précoce de l'atteinte du nerf vague. Attention, devant toute tachycardie de repos, il va falloir chercher absolument l'hypotension orthostatique qui se définit par une baisse de plus de 20 mm de mercure pour la systolique ou de 10 mm de mercure pour la diastolique lors du passage en orthostatisme pendant les 3 premières minutes. Attention à ne pas confondre l'hypotension orthostatique avec l'hypoglycémie. Devant la présence d'une tachycardie et d'une hypotension orthostatique, ces deux signes cliniques constituent le critère majeur de la neuropathie autonome cardiaque. Et devant toute présence de neuropathie autonome cardiaque, l'ECG devient obligatoire afin d'évaluer l'allongement du QT, de rechercher une altération de la repolarisation vasculaire ou encore de diagnostiquer une ischémie myocardique silencieuse. Éventuellement, il va falloir réaliser aussi une MAPA qui pourra nous mettre en évidence la perte de la baisse nocturne de la pression artérielle. La neuropathie autonome cardiaque a été associée à un risque très élevé de la morbimortalité, tout simplement par le biais d'une augmentation des événements cardiovasculaires, de la survenue d'un infarctus du myocarde indolore et aussi des troubles de repolarisation cardiaque pouvant mener notre patient diabétique à un décès brutal. Cette neuropathie peut être aussi responsable d'une perte de la balance avec le risque de chute. Comme pour la neuropathie périphérique, la neuropathie autonome cardiaque est en nette corrélation avec l'ancienneté du diabète et aussi avec l'état de l'équilibre, aussi avec le degré de l'atteinte du vague objectivé par le test de la respiration profonde. Notre étude a aussi conclu à une hyperactivité sympathique avec les désordres métaboliques et vasculaires que cela peut engendrer. Il faut savoir que toutes les cellules de notre organisme sont sous la tutelle du système nerveux autonome. Et donc, toute dysautonomie dans le cadre d'une hyperactivité sympathique peut être responsable au niveau des cardiomyocytes de l'augmentation de la résistance, d'une libération d'un flux massif des acides gras, d'une augmentation de l'insulinorésistance et aussi l'augmentation du flux du glucose avec une néoglucogénèse massive. Et donc, le sujet en hyperactivité vagale, c'est un sujet qui peut développer une hypertension artérielle, le risque d'obésité qui devient majeur, donc c'est un candidat à syndrome métabolique. Notre service a déjà mené une étude qui est prospective, incluant 300 cas, mettant en évidence la relation entre le diabète et la dysautonomie, et s'étalant sur 5 ans. Donc, en conclusion, le diabète est une pathologie qui est lourde. Les patients diabétiques, c'est un patient à terrain de comorbidité. Notre prise en charge devra être multidisciplinaire. La recherche de la dysautonomie est systématique devant tout patient diabétique type 2 au diagnostic. Et 5 ans après l'évolution chez le patient diabétique type 1, il ne faut surtout pas oublier lors de l'examen clinique l'exploration tensionnelle en orthostatisme. L'ANAC, elle constitue une des principales causes de mortalité qu'il va falloir suspecter devant la tachycardie de repos et l'hypotension orthostatique qui constitue un signe de mauvais pronostic. Enfin, le dépistage de l'ANAC au stade infraclinique constitue un marqueur précoce de complications. Merci pour votre attention. Merci, professeur. Donc, mesdames et messieurs, très heureux d'être parmi vous ce soir. Donc, pour vous présenter un large aperçu de notre travail intitulé « Les barrières à l'accès aux soins pour les patients diabétiques ». Donc, le diabète constitue une pandémie selon le dernier rapport de la Fédération internationale du diabète. Donc, on a plus d'un demi-milliard de patients atteints de diabète et ce chiffre devrait atteindre les 783 millions d'ici 2045. Donc, 3/4 de ces patients vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires comme le nôtre. Et le diabète provoque jusqu'à un décès toutes les 5 minutes. Et les dépenses s'élèvent jusqu'à plus de 900 milliards de dollars. Donc, au Maroc, selon les estimations de l'OMS, le diabète constitue avec un taux de prévalence de plus de 12,4% et plus de 12 000 décès par an.
Donc le patient diabétique nécessite un accès aux soins continus et de soutien afin de gérer et prévenir les complications du diabète. Cependant, 10 millions de patients n'ont pas cet accès. D'ailleurs, les gouvernements augmentent les possibilités d'investissement en matière de soins de diabète, de prévention et dans les médicaments, les technologies et le soutien. Donc, en s'approchant de la journée mondiale du diabète qui sera célébrée le 14 novembre, donc je rappelle le thème fixé par la Fédération internationale du diabète et l'OMS qui est l'accès aux soins des patients diabétiques. Donc notre pays, à l'instar des autres pays, donc, il ne cesse d'augmenter ses investissements dans les soins de la prévention du diabète afin d'avoir que toute personne atteinte de diabète puisse accéder aux soins. Mais malheureusement, la gestion efficace de cette pathologie donc, est face à des défis donc, et des barrières, des défis, parmi ces défis, ce sont les barrières à l'accès aux soins. D'où l'intérêt de notre travail. On avait fixé comme objectif, donc primaire, c'était d'évaluer ces barrières et secondairement d'évaluer les facteurs associés aux barrières à l'accès aux soins. Donc pour ce faire, nous avons mené une étude transversale au sein de notre service. Nous avons inclus les patients atteints de diabète de type 1, type 2, à un âge supérieur de 18 ans après leur consentement, et ont été exclus les autres types de diabète, la durée de diabète moins de 1 an et les patients avec un trouble cognitif aux complications majeures ou non stabilisées. Donc la taille d'échantillon a été estimée en fonction, sur la base de la population de 1300 patients diabétiques. Donc selon la formule suivante et sur un niveau de confiance de 95%. Nous avons mené une méthode d'échantillonnage aléatoire en grappes stratifiées à plusieurs degrés, a été utilisée donc, pour avoir un échantillon quand même représentatif. Et puis donc, les données ont été recueillies, les données sociodémographiques et cliniques sur une fiche d'exploitation et les barrières ont été évaluées par un questionnaire standardisé, donc regroupé selon 5 thèmes, donc économique, structural, culturel et personnel, et l'analyse a été effectuée par le logiciel SPSS dans sa version 26. Donc, passons maintenant aux résultats. Donc, nous avons colligé 120 patients qui ont répondu au questionnaire, avec soit un taux de participation de 91,6%. L'âge moyen était de 51 ans, avec donc, prédominance du sexe féminin et de diabète de type 2, et 59% de patients étaient sous couverture médicale, dont 67% étaient sous amotadamone. Donc l'évaluation des barrières, elle avait objectivé que les barrières les plus touchées, c'était les barrières économiques, les barrières personnelles et les barrières structurales. Et en allant plus en profondeur, le coût des soins, et c'est avéré que c'est la barrière la plus rapportée par la population, soit environ 63% chez les patients du milieu urbain et 80% des patients du milieu rural. Concernant les barrières personnelles et culturelles, on a trouvé que c'était la connaissance limitée en matière de diabète qui était une barrière à l'accès aux soins. Et concernant les barrières structurales, on avait beaucoup de réponses concernant la distance au centre de soins et les rendez-vous qui étaient lointains. Donc nous avons trouvé quand même une corrélation positive significativement concernant la distance et le coût du soin avec le déséquilibre glycémique. Et en outre, nous avons constaté que le niveau de connaissance de diabète était significativement lié au contrôle glycémique. Donc, pour objectiver ces résultats, nous avons effectué une analyse multivariée. Donc, on a trouvé que ces 3 paramètres, ils étaient effectivement étaient indépendamment associés au déséquilibre glycémique, après ajustement pour l'âge, le sexe, le type de diabète et la durée du diabète. Donc, passons maintenant aux discussions. Donc, ces barrières vont nous permettre de questionner l'accessibilité, la disponibilité et l'acceptabilité de notre système de santé, et ce sont des outils très importants pour appréhender les politiques sanitaires et sociales. Donc, nous avons illustré dans notre étude un ensemble complexe de défis qui ont un impact en fait sur l'accès du soin, et c'était les barrières socio-économiques qui viennent en premier. Ceci a été élaboré par d'autres études, notamment cette étude récente qui avait objectivé que les barrières socio-économiques viennent toujours au premier rang. Et d'ailleurs, il y a une très belle méta-analyse regroupant 25 études qui avaient objectivé que c'était le fardeau financier, que ce soit chez les barrières perçues par les patients que par les praticiens. Et d'ailleurs, une étude menée aux provinces de Khouribga chez les médecins généralistes CS, il avait objectivé la même chose, que c'était le statut socio-économique et le manque de formation. Donc ces défis, ces barrières en fait, elles reflètent le défi que le Maroc se doit vaincre. Donc, et de plus que le budget alloué au ministère de Santé ne dépasse pas les 6%, alors que l'OMS recommande un minimum de 15%. De plus, la crise économique exacerbée par la Covid. À côté de ce manque de financement, on a 50% du paiement sont financés par les patients directement et 38% sont dépourvus de couverture médicale. C'est vrai que le Maroc actuellement fait un effort de mettre en œuvre un nouveau programme qui va améliorer l'accès aux soins. Il a été appuyé par la Banque mondiale.
Donc, sinon, le deuxième point qui était le manque de connaissances sur le diabète, ça a été prouvé même avec cette étude, cette méta-analyse. Donc, passons maintenant aux conclusions. Donc, les personnes vivant avec le diabète sont toujours confrontées à des défis majeurs pour accéder aux services de santé, notamment les obstacles socio-économiques. Donc, à ce stade, on ne peut pas uniquement évaluer ces obstacles, mais il faut agir. Agir comment? C'est par des politiques et des actions urgentes qui sont nécessaires. Donc, améliorer l'accès à des soins de santé va assurer un développement socio-économique inclusif et accumuler le capital humain. Donc, sur la base de ces résultats, on tire quand même quelques recommandations pour les décideurs et pour les recherches ultérieures. Donc, concernant les décideurs, c'est surtout pour réduire le fardeau financier en augmentant la couverture sanitaire universelle, l'accès aux médicaments et harmoniser les politiques des prix. Sinon, pour réduire le fardeau des barrières structurelles, c'est améliorer les structures, surtout de première ligne, et renforcer la coordination avec les structures de deuxième ligne, que ce soit par la formation continue ou par la télé-expertise. Et bien sûr, c'est renforcer la coordination entre les deux secteurs, public et privé. Et sinon, pour réduire les barrières personnelles, c'était l'intérêt de l'éducation et de la sensibilisation. Concernant les recommandations à tirer et destinées pour les chercheurs, c'est d'effectuer des recherches peut-être multicentriques, incluant les structures de première ligne et évaluant également les obstacles perçus par les praticiens, devraient être menées pour représenter le défi des patients et des praticiens dans notre contexte. Et je vous remercie. Chers maîtres, chers collègues, honorable assistance, j'ai l'honneur de vous présenter l'hyperparathyroïdie primaire, donc des cas de série concernant l'hyperparathyroïdie primaire avec un mode de révélation inhabituel à travers 4 cas. Pour cela, on va adopter le plan suivant. Après une brève introduction, on va exposer des cas cliniques de notre service afin de les discuter à la lumière de la littérature avant de conclure. L'hyperparathyroïdie primaire est une pathologie assez fréquente, asymptomatique, souvent asymptomatique, donc, qui se présente lorsqu'elle est symptomatique par des manifestations classiques, notamment rénales et osseuses, et occasionnellement cardiaques et digestives, donc, dans la pancréatite aiguë, qui est une pathologie complication rare, et encore exceptionnelle comme mode de révélation. On a pris en charge dans notre formation 4 malades, 3 femmes et 1 homme, dont l'âge varie entre 55 ans et 78 ans, sans antécédents particuliers. Ces patients se sont présentés aux urgences avec un tableau digestif fait d'épigastralgie transfixiante, des vomissements et altération de l'état général. Sur le plan biologique, donc une hyperlipasémie élevée, au-delà de 3 fois la normale, a été notée. Sinon, sur le bilan radiologique, le scanner abdominal a confirmé la pancréatite aiguë. Cette figure montre des lésions hypodenses correspondant à des collections nécrotiques péripancréatiques. Sur le plan étiologique, l'hyperparathyroïdie primaire a été confirmée devant une hypercalcémie, une hypophosphorémie, une hyperparathormonémie, une hypercalciurie de 24 heures. Un bilan de localisation a objectivé un adénome parathyroïdien, notamment sur l'échocervical et la scintigraphie parathyroïdienne au MEBI. Tous nos patients, donc après une prise en charge rapide de la pancréatite aiguë, tous nos patients ont bénéficié d'une préparation médicale à base d'une bonne réhydratation, des diurétiques et des biphosphonates avant d'être opérés par la suite. Ce tableau résume le bilan étiologique et les suites opératoires de nos malades. Donc, on note la présence d'une hypercalcémie maligne donc chez tous les patients, une hypophosphorémie, une hyperparathormonémie, une hypercalciurie de 24 heures. L'écho cervical a été réalisé chez tous les malades, la scintigraphie chez un seul malade, le scanner ou l'IRM cervical a été réalisé chez 2 malades. Après la chirurgie, l'adénome parathyroïdien a été confirmé donc chez 3 malades. Le résultat est en cours pour le 4e malade. L'évolution a été bonne pour 3 malades avec apparition du syndrome des os affamés chez un seul malade. 3 cas ont été déjà publiés par l'équipe de notre service. Passons maintenant à la discussion.
Donc, le premier lien entre l'hyperparathyroïdie primaire et la pancréatite a été établi en 1940 par Smith et Cook, qui ont observé une association de 1,5 à 7% des cas avec l'hypercalcémie comme cause principale. Quel lien existe-t-il entre ces deux pathologies? Donc, plusieurs études ont été menées dans ce sens, notamment cette étude rétrospective de Jacob et son équipe, donc réalisée entre 2000 et 2005, qui a noté une prévalence de 13% de cas de pancréatite aiguë chez les patients ayant hyperparathyroïdie primaire. Une autre étude rétrospective de 242 patients ayant hyperparathyroïdie primaire a noté une prévalence de pancréatite de 6%, révélatrice dans 93%, donc et a permis d'évoquer plusieurs hypothèses physiopathologiques. La première hypothèse suggère que l'hypercalcémie provoque l'activation précoce de la trypsine par un blocage du rétrocontrôle négatif exercé par la trypsine sur la trypsinogène et aussi sur le facteur inhibiteur de la sécrétion de la trypsine. Cela engendre une cascade enzymatique aboutissant à une autodigestion de la glande pancréatique. Une deuxième théorie suggère que l'hypercalcémie favorise la précipitation du calcium ionisé, favorisant aussi la formation de calculs au niveau des canaux pancréatiques, des canaux pancréatiques, aboutissant à une autolyse du pancréas. Un autre mécanisme a été suggéré. Il suggère que l'hypercalcémie provoque des lésions nécrotiques hémorragiques par le biais d'activation de facteurs de coagulation. Il existe aussi des facteurs génétiques qui prédisposent les patients atteints d'hyperparathyroïdie primaire à des pancréatites aiguës récurrentes, notamment les mutations des gènes, l'inhibiteur de la sérine protéase de type 1 de Casal et le gène régulateur de la conductance transmembranaire de la fibrose kystique. Un autre mécanisme a été évoqué et correspond à l'action toxique directe de l'hyperparathormonémie sur le pancréas. Donc, cette hypothèse semble être abandonnée du fait qu'il n'explique pas pourquoi les dialysés chroniques, qui ont souvent une hyperparathormonémie, ne font pas plus de pancréatite aiguë que la population générale. Pardon. Donc, pour conclure, ces cas cliniques illustrent cette manifestation initiale exceptionnelle de l'hyperparathyroïdie primaire. Donc, c'est primordial de demander un bilan phosphocalcique devant toute pancréatite aiguë afin d'assurer une prise en charge adéquate et rapide chez nos patients. Merci pour votre attention. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je reviens vers vous pour présenter le deuxième travail qui est l'évaluation de la qualité de vie chez les femmes enceintes atteintes d'une hypothyroïdie. Donc, on va suivre le plan suivant. Donc, après une introduction, et on va détailler les objectifs de l'étude et la méthodologie. Et puis, on va présenter nos résultats pour les discuter à la lumière de la littérature. Et enfin, on va conclure. Donc, la santé publique fait face à des défis en perpétuelle mutation. Et au cœur de ces mutations, on a les maladies chroniques avec la prévalence élevée et qui font un impact sur la vie quotidienne et notamment sur l'impact sur la qualité de vie. Parmi ces maladies chroniques, on trouve les troubles thyroïdiens qui constituent le deuxième trouble endocrinien qui affecte les femmes en âge de procréer. Pardon. Et notamment au moment de la grossesse. Donc imaginons que déjà la grossesse constitue un moment de changement physiologique et émotionnel. Ça vient les symptômes de l'hypothyroïdie et qui altèrent la qualité de vie. Donc en termes des chiffres, l'hypothyroïdie est estimée à presque 14% dans la population. Et pendant la grossesse, il y a des articles qui disent qu'ils peuvent atteindre jusqu'à 15% l'hypothyroïdie au cours de la grossesse. Donc au Maroc, les pathologies thyroïdiennes non cancéreuses représentent environ 0,7% et la distribution elle est très hétérogène avec une prédominance nette féminine.
Donc l'objectif de notre étude était de comprendre et évaluer la qualité de vie des femmes enceintes au Maroc traitées pour une hypothyroïdie. Et bien sûr, ce n'était pas uniquement comprendre, mais c'était agir par l'amélioration de la prise en charge des femmes enceintes souffrant d'une hypothyroïdie. Donc on a mené une étude 4 mois sur un échantillon ciblé donc, au sein de notre service. Les cas, c'était des grossesses confirmées avec une hypothyroïdie avérée sous traitement éthyroxine. Et donc on avait exclu, les témoins, c'était des femmes enceintes sans antécédents ou symptômes actuels d'hypothyroïdie. Donc ont été exclues les maladies chroniques ou la prise médicamenteuse qui peuvent perturber la fonction thyroïdienne. Donc, sur une fiche d'exploitation, on a recueilli les variables sociodémographiques, cliniques et biologiques et on a évalué la qualité de vie par le questionnaire TIPRO 39. Et bien sûr, l'analyse a été effectuée par le logiciel SPSS dans sa version 26. Concernant le questionnaire, il a été en fait publié la première fois en 2006 et puis il a été validé en plusieurs langues en 2015 et il a été validé en langue française en 2018. Et le questionnaire a été effectué en face à face avec les patientes, donc évaluant 13 échelles, notamment les symptômes physiques, les symptômes mentaux, la fonction de bien-être et la participation et la fonction sociale. Donc l'échelle varie entre 0 et 100, plus l'échelle elle est élevée, plus moins la qualité de vie elle est bonne. Donc, concernant les résultats, donc, on avait les deux groupes qui étaient appareillés pour l'âge et la durée de grossesse et le niveau d'éducation. Et puis, concernant le groupe des cas, on avait 70% des patientes, c'était une hypothyroïdie post-thyroïdectomie totale. Et on avait la prise quotidienne de L-thyroxine moyenne était à 125 microgrammes par jour. Donc, concernant les différentes échelles du questionnaire qu'on avait évaluées entre les cas et les témoins, on a trouvé quand même qu'il y avait des échelles qui étaient touchées, notamment les symptômes thyroïdiens, les problèmes cognitifs, la dépression, l'anxiété, la fatigue et la mémoire, concentration. Et bien sûr, il y avait des échelles qui étaient non touchées, notamment la vitalité, le bien-être psychique, la relation sociale et l'activité quotidienne. Donc, nous nous sommes particulièrement intéressés à la corrélation entre le taux de TSH et l'atteinte de la qualité de vie. Et nous avons trouvé que c'était plus que la TSH elle est élevée, plus que les patientes étaient mal équilibrées, moins la qualité de vie était bonne. Donc, en analyse multivariée, nous avons trouvé que l'hypothyroïdie est le principal facteur associé à la réduction de qualité de vie. On a fait l'analyse multivariée ajustée en fonction de la durée de grossesse, en fonction de l'âge et en fonction des autres paramètres qui peuvent perturber nos résultats. Donc, passons maintenant à la discussion. Donc, déjà, la prévalence de l'hypothyroïdie, ça a été étudié qui altère la qualité de vie. Donc, notamment chez cette étude qui avait évalué la qualité de vie chez 394 patients suivis pour une hypothyroïdie. Et c'était le même constat, c'est que la majorité des participants avaient une valeur d'évaluation de qualité de vie et une satisfaction à l'égard de la santé relativement faible. Concernant la femme enceinte, nous avons évoqué l'impact prononcé de la maladie sur plusieurs aspects, notamment cette étude qui avait évalué chez des patientes en hypothyroïdie infraclinique cette fois-ci par le même questionnaire, c'est le TIPRO 39 dans sa forme courte. Donc il s'est avéré que l'hypothyroïdie infraclinique était associée à l'impact négatif sur la qualité de vie et ce dans plusieurs domaines. Puis, les patientes dans notre étude ayant une TSH élevée tendent à avoir des scores indiquant une qualité de vie moindre en relation avec leur hypothyroïdie. Ceci a été évoqué par d'autres études, notamment cette étude qui avait évoqué cette corrélation. Et puis, il y avait cette étude qui avait montré cette corrélation entre le taux de TSH et l'altération de la qualité de vie, mais pourtant, le résultat était non significatif. Par contre, dans notre étude, et après avoir réalisé l'analyse multivariée, c'était vraiment l'hypothyroïdie le principal facteur associé à cette réduction. Donc, en conclusion, la prise en charge de l'hypothyroïdie chez les femmes enceintes marocaines est un enjeu de santé publique primordial. Les résultats mettent en lumière l'impact de l'hypothyroïdie sur la qualité de vie de ces patientes, une détérioration notable dans plusieurs domaines, d'où l'intérêt d'un équilibre hormonal optimal chez cette population pour pouvoir un suivi étroit et prise en charge de la femme enceinte dans sa globalité. Donc là aussi, sur la base de nos résultats, est-ce qu'on a des perspectives? Oui, donc c'est l'étude approfondie des symptômes thyroïdiens donc pour le suivi médical de ces femmes. Deuxièmement, ce sont les facteurs économiques, c'est adapter les interventions aux besoins spécifiques de cette population. Et troisièmement, c'était les interventions thérapeutiques, c'est pour soulager les symptômes afin d'améliorer la qualité de vie. Donc, je saisis en fait ces certaines secondes qui me restent pour souhaiter un prompt rétablissement pour ma collègue Dr Lazim qui n'est malheureusement pas avec nous ce soir. Et je vous remercie. Merci professeur. Cher maître, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter notre série de cas portant sur le traitement des kystes thyroïdiens par injection percutanée d'éthanol.
Les options thérapeutiques qu'on dispose devant les nodules thyroïdiens kystiques avec gène cervical fonctionnel ou esthétique sont la ponction évacuatrice, mais avec un taux de récidive élevé, l'injection percutanée d'éthanol, qui est une procédure mini-invasive, et comme traitement définitif, la chirurgie. L'alcoolisation des kystes thyroïdiens vise essentiellement la réduction du volume du kyste et donc la réduction de la gêne cervicale, mais aussi limiter sa récidive et bien sûr éviter la chirurgie et ses comorbidités. Notre étude, qui est la première série marocaine, avait comme objectif de déterminer l'efficacité et la sécurité de l'injection percutanée de l'éthanol pour le traitement des nodules thyroïdiens kystiques symptomatiques. Il s'agit d'une étude prospective menée entre janvier et octobre 2023. On a inclus les nodules thyroïdiens kystiques symptomatiques en échec de la ponction évacuatrice, en euthyroïdie, avec cytologie bénigne pour les nodules mixtes, et on a exclu les kystes de volume inférieur à 5 cc, les cytoponctions non déterminées ou non bénignes et les troubles de la crasse sanguine. Donc, la procédure se déroule sous contrôle échographique. On commence par l'évacuation du liquide à l'aide d'une seringue de 18 à 23 gauges, puis on injecte 3 à 5 cc de l'éthanol à 96 degrés qu'on laisse en place. Ceci sans compression post-procédure. Malheureusement, la séquence vidéo ne marche pas, mais l'injection de l'éthanol correspond à l'apparition d'un signal hyperéchogène à l'échographie. Une bonne alcoolisation est jugée efficace sur des critères cliniques, c'est le soulagement des symptômes, et morphologiques par la réalisation d'une échographie cervicale à 3 et 6 mois avec calcul du taux de réduction du volume des nodules qui doit être supérieur ou égal à 50%. Pour la sécurité et la tolérance, on a recherché la douleur, la dysphonie, la fièvre, l'hématome, etc. Passons aux résultats. Donc, 21 patients ont été inclus dans notre étude. L'âge moyen était de 44 ans, avec prédominance féminine. Tous nos malades étaient en euthyroïdie. Il s'agissait de kystes purs dans un tiers des cas et dans 2 tiers des cas de kystes mixtes, avec une médiane du volume initial à 14 cc. Selon notre critère de jugement, l'alcoolisation a été efficace chez 81% des cas. En plus, à 6 mois, 66% des cas ont atteint un VVR supérieur à 70% et 47% ont atteint un VVR supérieur à 90%. Dans notre série, la médiane de la réduction du volume des kystes était de 80% à 3 mois et de 83% à 6 mois. En comparant le VVR selon le volume initial des kystes, les kystes de volume supérieur à 15 cc avaient un VVR à 3 et à 6 mois supérieur à celui des kystes inférieurs à 15 cc. Cependant, cette association était non significative. Et en comparant les kystes selon leur nature, les kystes purs avaient un VVR à 3 mois supérieur à celui des kystes mixtes. Par contre, un VVR à 6 mois inférieur à celui des kystes mixtes. Cette association était toujours non significative. Passons aux complications. 52% des cas dans notre série ont senti une douleur lors de l'injection de l'éthanol, qualifiée de légère avec un EVA de 1 à 3 chez 80% des cas. Un cas de réaction vagale, aucun hématome ou d'atteinte récurrentielle n'ont été signalés. En voyant l'efficacité, et les grandes séries publiées comme celle de Lee et de Alenka, le VVR à 6 mois variait de 93 à 95%. Celui de notre série était de 83%. En analysant les sous-groupes et en voyant la littérature, le volume initial du kyste était un déterminant de l'efficacité de l'alcoolisation. Certaines études ont trouvé que les kystes les plus volumineux ont été associés à une plus grande réduction du volume après l'alcoolisation. Par contre, la série d'Osderia et ses collaborateurs, qui a été confirmée par une large méta-analyse récemment publiée, ont trouvé que c'était les kystes de faible volume qui étaient associés à une plus grande réduction du volume. Ceci a été expliqué par la présence de zones
de calcification, de nécrose et d'hémorragie dans les kystes volumineux, empêchant la bonne diffusion de l'éthanol. Dans notre série, on n'a pas trouvé d'association significative entre le volume initial et l'efficacité de l'alcoolisation, vu le faible volume de notre échantillon. Et en regardant l'efficacité en fonction de la nature du kyste, certains auteurs ont trouvé que le VVR des nodules kystiques augmentait au-delà de 6 mois, alors que celui des kystes purs a atteint son maximum à 3 mois, avançant l'hypothèse que la portion solide des kystes résistait à la diffusion de l'éthanol et qui a été progressivement réabsorbée, et donc une réduction de ces kystes mixtes se faisait très progressivement, ce qui explique la plus grande réponse initiale des kystes purs. Dans notre série, on n'a pas trouvé d'association, et ceci vu le recul qui se limitait à 6 mois. Concernant la sécurité et la tolérance, mis à part une douleur transitoire qualifiée de légère à modérée, observée chez 7 à 78% des cas, il n'y avait pas de cas graves signalés dans les différentes études, ce qui rejoignent les résultats de notre série. Donc, l'alcoolisation des kystes thyroïdiens est une procédure simple, efficace, bien tolérée et représente une bonne alternative à la chirurgie. C'est pour cela que les grandes sociétés savantes l'ont mis comme première ligne thérapeutique des nodules kystiques, et je vous remercie. Bonjour tout le monde, mes chers maîtres, confrères et consoeurs, honorable assistance. J'ai le plaisir de présenter cette communication orale à propos des challenges liés à la gestion des grossesses sur une hyperplasie congénitale des surrénales dans sa forme classique. On voit c'est mon agenda, on va introduire le sujet, puis on passe à exposer notre cas clinique. Avant de discuter les différents risques inhérents à une grossesse chez les patients atteints d'une hyperplasie congénitale des surrénales, et puis finalement on va conclure. L'hyperplasie congénitale des surrénales est un groupe d'affections autosomiques et récessives, dont la plus fréquente est bel et bien le déficit en 21 hydroxylase qui représente à peu près 75% de tout le déficit enzymatique de la surrénale. Je ne vous apprends rien, un déficit en 21 hydroxylase, il va s'accompagner d'une interruption de la synthèse du cortisol mais aussi de l'aldostérone avec comme résultat l'accumulation donc en amont des substrats qui sont la progestérone, le désacétylhydroxyprogestérone et finalement la surproduction des androgènes surrénaliens. Cette hyperplasie congénitale des surrénales par un déficit en 21 hydroxylase, elle se présente sous deux formes. La forme non classique, qui est une véritable maladie autosomique et récessive fréquente, moins grave, bien évidemment, de révélation tardive généralement. Et puis, nous avons la forme classique, qui se présente également sous deux types. Le premier type est la forme virilisante pure, et la forme la plus grave étant la forme avec syndrome de perte de sel. Généralement, les femmes atteintes d'hyperplasie congénitale des surrénales, ils souffrent d'un état d'hypofertilité quasi constant. Mais du moment qu'ils sont enceintes, ça nous pose donc un grand problématique. Comment gérer ces patientes? On commence notre cas clinique. S'agissant de Madame Sarah, une jeune patiente de 32 ans, Madame Sarah, elle est connue porteuse d'une hyperplasie congénitale des surrénales depuis sa naissance. Donc, elle était née avec un DST, PRADR3. Elle avait également un syndrome de perte de sel déclaré lors du premier mois de vie. Maintenant, il nous consulte alors qu'elle est déjà enceinte avec à la 11e semaine d'aménorrhée plus 12 jours, sans préalable conseil génétique. Pour ses antécédents, donc, il avait eu des chirurgies de reconstruction de la filaire génitale, 3 chirurgies complètes. Et il a un frère atteint d'une hyperplasie congénitale de la surrénale, forme classique également. Et elle a aussi un décès d'une sœur lors de la première année de vie. Cliniquement, Mme Sarah ne présente pas de signes en rapport avec une décompensation de l'insuffisance surrénalienne, ni d'urgence obstétricale. Son bilan donc montre un ionogramme qui est tout à fait normal, avec une élévation modérée des androgènes, notamment la testostérone et les sulfates de DHOA. Le gène SRY n'a pas été fait, vu le manque de moyens de la patiente. Une amyosynthèse a été programmée, donc on verra par la suite. L'échographie faite à la 11e semaine d'aménorrhée n'a pas pu mettre en évidence une détermination exacte du sexe fœtal, c'est très prématuré.
Donc après concertation pluridisciplinaire avec nos amis les gynécologues, on avait décidé finalement de mettre la patiente sous dexaméthasone pour traitement freinateur, donc un traitement prénatal freinateur de la surrénale fœtale à la posologie de 20 microgrammes par kilo par jour, avec une activation de la détermination du sexe fœtal, ce qui a été fait par une échographie vers la 6e semaine d'aménorrhée, donc on n'a pas fait d'amniosynthèse qui était normalement programmée. Donc vous voyez, il y a un petit bourgeon génital, donc c'est un petit garçon. Puis par la suite, donc, on a continué le suivi rapproché de la patiente. Passons maintenant à la discussion. Tout d'abord, quels sont les risques qui sont liés à une grossesse sur une hyperplasie congénitale des surrénales? Donc on retient cette étude de grande envergure qui avait utilisé le registre américain des naissances sur 10 années. Donc ils ont colligé plus de 9 millions de naissances, dont presque 300 femmes présentant une hyperplasie congénitale des surrénales. Et puis donc on va comparer les risques qui ont été enregistrés chez ces femmes par rapport aux cas témoins. Tout d'abord, les complications maternelles. Ils ont été dominés par la prééclampsie, mais aussi l'éclampsie, par le placenta prévia, par la chorioamniotite, par le risque d'accouchement par césarienne et finalement par l'infection maternelle. Pour ce qui est des risques fœtals, ils étaient au nombre de 3. C'était le faible poids de naissance, c'est la mort fœtale in utero et c'était finalement les malformations congénitales, surtout de la filière génitale. Passons à présent à une autre étude, cette fois-ci suédoise, avait utilisé également le registre suédois de naissance, donc avec au total 61 patientes présentant une hyperplasie congénitale des surrénales, dont 8 femmes présentaient également un syndrome de perte de sel. On voit que ces patientes avaient aussi des fœtus qui sont nés hypotrophes. Donc, le poids de naissance était légèrement bas, mais aussi la taille fœtale. Maintenant, quelle prise en charge que nous pouvons proposer pour ces patientes? Donc, on a les recommandations de la HAS 2010, nous avons les recommandations 2018 américaines et nous avons les recommandations de la SFE pour l'insuffisance surrénalienne. Tout d'abord, pour ce qui est de conseil génétique, il est obligatoire, c'est un examen clé qu'il faut toujours entretenir. Donc, pour une femme qui présente déjà une hyperplasie congénitale des surrénales, donc il va avoir un enfant, 100% des sous-enfants porteurs de mutation. Et pour une femme qui va épouser un homme aussi présentant une mutation, il va avoir la moitié de ses enfants. Pour le traitement substitutif, donc la SIFE 2018, elle annonce qu'il faut, pour une femme enceinte, il n'y a pas lieu d'aller augmenter les posologies, mais pour les recommandations américaines, il parle d'une augmentation des posologies. Donc, quoi faire? C'est un enjeu de raisonnement clinique. On reste toujours des cliniciens, quoique la grossesse déjà, elle simule beaucoup de symptômes qui sont liés, qui ressemblent à une insuffisance surrénalienne aiguë. Pour l'indication traitement freinateur, les recommandations américaines, elles considèrent que c'est un traitement qui est toujours expérimental et maintenant, elles contre-indiquent la prescription des corticoïdes qui traversent le placenta, notamment le dexaméthasone. Donc, pour prescrire un traitement, les recommandations américaines, ils demandent toujours un screening, donc un diagnostic de sexe fœtal sur son maternel, chose qu'on ne dispose pas malheureusement. Et donc, quoi faire? Toujours établir les bénéfices du traitement, mais aussi les inconvénients du traitement. Pour les bénéfices, un traitement donc, qui devra arrêter la surrénale fœtale pour ne pas passer à la virilisation. Et là, donc, on examine cette méta-analyse qui regroupe plus de 20 études. Alors, 4 études seulement disposées d'un groupe de témoins. Et l'évaluation était faite sur l'argument virilisation. Au fait, sur l'argument de virilisation, nous avons obtenu donc une réduction de moins 2,33 sur l'échelle d'opérateur de virilisation, et donc c'est protecteur. Une deuxième étude, cette fois-ci française, donc une cohorte, donc qui avait enregistré plus de 258 femmes, dont 17 porteuses d'une hyperplasie congénitale des surrénales. Le traitement par dexaméthasone, donc, elle avait diminué le risque de virilisation chez les filles. Et puis pour le fœtus, passons maintenant donc au risque inhérent à cette dexaméthasone. D'abord, nous avons observé quelques cas de mort fœtale in utero, quelques cas donc d'HTA gravidique chez la femme, ainsi que de diabète gestationnel, et quelques cas de poids de naissance qui étaient faibles. Donc pour le dépistage néonatal, on reste toujours des cliniciens, cette fois-ci au niveau de la naissance. Cette photo montre donc un paradre 3 sur la photo numéro A et un paradre 5 sur la photo numéro B. Donc pour le dépistage néonatal, il est obligatoire pour chaque femme avec hyperplasie congénitale des surrénales. Un récapitulatif, donc les recommandations américaines. Et donc, filament.
On conclut. L'hyperplasie congénitale par diffiston 21 hydroxylase est une pathologie qui est rare mais grave. Les grossesses des femmes atteintes de cette maladie se sont considérées toujours des grossesses à risque. La détermination du sexe fœtal et le diagnostic prénatal, ils constituent deux éléments clés pour guider notre prise en charge. Et finalement, le traitement prénatal est toujours un sujet de controverse. Et je vous remercie. Merci, professeur. Chers maîtres, chers collègues, honorables assistance, permettez-moi de vous présenter notre travail intitulé « Phéochromocytome familial de révélation inhabituelle à propos de 2 cas et revêt de la littérature ». Pour cela, on va adopter le plan suivant, donc introduction, observation, discussion, puis on va conclure. Donc d'abord, le phéochromocytome est une tumeur neuroendocrine rare des cellules chromaffines de la médule surrénale. Elle est responsable d'un syndrome d'hypersécrétion catécholaminergique. Elle est souvent sporadique. Le caractère familial n'est observé que dans environ 10% des cas. Donc l'intérêt de ces observations est de rapporter l'existence de phéochromocytome à mode de révélation rare et inhabituel. Le premier patient, âgé de 41 ans, admis en 2020 pour subocclusion intestinale aiguë. Il a comme antécédent une sœur opérée en 2006 pour masse surrénalienne dans un contexte d'HTA, qui présente depuis 5 mois avant son admission une distension abdominale, constipation, compliquée d'arrêt des matières et des gaz. À l'examen, il note une hypertension avec 17 cm de mercure de systolique. La TDM abdominale montre un mégacolon avec incidentalum surrénalien gauche, confirmé à la TDM surrénalien qui note une masse surrénalienne gauche de 6,5 x 6,3 cm. Les dérivés méthoxylés sont revenus très élevés à 37 fois la normale pour la normétanéphrine. Après une préparation chirurgicale, une surrénalectomie gauche a été faite avec alanapate, un phéochromocytome avec score de passe à 5. L'évolution post-opératoire était bonne. Les dérivés méthoxylés à 1 mois post-op étaient normaux, ainsi que la TDM à 3 mois post-opératoire. Malheureusement, le patient a été perdu de vie vu la pandémie Covid. Donc, le deuxième patient, c'est le frère du premier patient présenté, âgé de 42 ans, admis en fin 2022 pour un tableau fait de dyspnée stade 3, pleurésie bilatérale et acide de grande abondance. Il est diabétique depuis 1 an sous insuline, qui présentait depuis 2 ans avant son admission une triade de Ménard paroxystique, avec à l'examen une HTA, tachypnée et tachycardie. L'examen cutanéo-muqueux notait un purpura des orteils, un livido ramifié des cuisses et des jambes des mains, multiples ecchymoses des avant-pieds, avec cyanose de la pointe du nez et des oreilles. Voici les images des pieds à G1 d'hospitalisation. Donc la symptomatologie rapidement si compliquée à G2 d'hospitalisation. Donc voici la cyanose de la pointe du nez. Donc l'échocardiographe a révélé une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection à 35%. La TDM-TAP a montré une masse interhépatorénale de 11 x 10 x 9 cm avec nécrose centrale, envahissant l'aorte, la veine cave inférieure, la colonne transverse, avec une autre masse surrénalienne gauche de 3,2 x 2,5 x 5,4 cm. Voici l'image de la masse surrénalienne bilatérale. Donc, un bilan de tuberculose a été également fait, revenu négatif. L'échodoppler artériel et veineux des membres inférieurs étaient sans anomalie. On a noté une aggravation très rapide de l'état clinique du patient avec instabilité hémodynamique. La décision était de l'acheminement urgent au bloc opératoire pour surrénalectomie de sauvetage. Donc après la parotomie, au cours de péropératoire, il y avait un incident d'arrêt cardiaque récupéré. Le geste consistait en une surrénalectomie droite avec biopsie de nodules péritonéaux. En réanimation, le patient a présenté une défaillance multiviscérale avec un tableau clinico-biologique d'endocardiite bactérien, mise sous trait antibiothérapie avec bonne amélioration, extubation HG4 post-opératoire. L'anapate pour la surrénalectomie droite était un phéochromocytome avec score de passe à 9 et la biopsie péritonéale était en faveur d'une inflammation granulomateuse épithéloïde et nécrosante. Voici l'aspect macroscopique péropératoire de la masse d'environ 12 cm. L'évolution était marquée par l'aggravation des lésions du pied avec installation de nécrose. Après 40 jours, il y avait une installation d'une gangrène sèche. L'indication d'amputation a été faite, réalisée 40 jours après la surrénalectomie droite. La deuxième surrénalectomie gauche a été réalisée par Silio 2 mois après la première, avec alanapate, un phéochromocytome avec score de par à 6. Donc, un deuxième bilan de tuberculose refait, revenu cette fois positif. Donc, on a instauré un traitement antibacillaire
avec une bonne amélioration. Voici l'aspect post-opératoire des mains avec amélioration des signes cutanés. Donc voici la cicatrisation des 2 moignons du pied à 3 mois à 6 mois post-opératoire. Donc reprise de la marche après confection de prothèses bilatérales. Donc passons maintenant à la discussion. Donc, dans ce premier travail publié par une équipe espagnole en 2018, ils ont fait une revue de la littérature de 12 cas. Ils ont noté une atteinte ischémique membre supérieur-inférieur dans 3 cas, membre inférieur sol dans 5 cas. L'amputation était réalisée dans 3 cas. Ils ont conclu que l'hypersécrétion catécholaminergique avec des vasospasmes et vasoconstriction comme mécanisme principal de l'ischémie. Ce papier, publié en 2020 par une équipe de l'Afrique du Sud où ils décrivent la crise multisystémique du phéochromocytome et son association avec la gangrène périphérique, ainsi que les principaux facteurs précipitant cette crise, comme les états de stress majeur, comme la chirurgie, les traumatismes, la grossesse, les nécroses et les hémorragies intratumorales. Donc, ce troisième article, publié par une équipe américaine, ils ont fait une revue de 24 cas reportés donc, concernant les complications thrombotiques du phéochromocytome. Les principaux résultats notés étaient 8 cas de thrombus du ventricule gauche et 13 cas de la veine cave inférieure. Donc, ce travail, réalisé en 2020, donc décrivant le cas d'une ischémie aiguë du membre inférieur compliquant un phéochromocytome méconnu. Ils ont retenu comme mécanisme physiopathologique principal des paroxysmes de fibrillation auriculaire thromboemboligène. Donc, ce dernier papier, publié en 2022 par une équipe japonaise, décrit le cas d'un phéochromocytome méconnu chez un jeune de 18 ans, révélé par une subocclusion intestinale compliquée d'abcès hépatique. Les 2 signes cliniques existaient initialement étaient la constipation chronique et l'amaigrissement. Donc, pour conclure, l'ischémie aiguë du membre et l'ischémie intestinale représentent 2 modes de révélation rares de phéochromocytome. Les principaux mécanismes physiopathologiques de l'ischémie étaient la vasoconstriction, le vasospasme catécholaminergique, un état de thromboembolisme systémique secondaire au paroxysme de fibrillation auriculaire, les thrombées intraventriculaires gauche, une hypercoagulabilité sanguine et l'hyperagrégation plaquettaire. Malgré un traitement antithrombotique précoce, une résection chirurgicale du phéochromocytome, l'amputation des extrémités reste parfois inévitable. On est toujours confronté par l'évaluation du balance bénéfice-risque pour l'instauration des traitements antithrombotiques et anticoagulants. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une... Excusez-moi. Bon. Comment? Attendez. Hop. Moi, je recommence. Aujourd'hui, on va parler d'une étude qui a été réalisée au sein des 2 services d'endocrinologie de Rabat à propos de 83 cas atteints d'une hyperparathyroïdie primaire. Donc, pour ce faire, nous allons suivre un plan standard. Donc, après une introduction, nous allons parler de nos méthodes, décrire nos résultats, les discuter avec les données de la littérature avant de conclure. Donc, l'hyperparathyroïdie primaire est une hypersécrétion inappropriée de parathormones responsable d'une hypercalcémie. Donc, elle est le plus souvent sporadique, peut être héréditaire et s'intégrer dans ce que l'on appelle une néoplasie endocrinienne multiple de type 1 ou 2A, ou être familiale isolée dans 5% des cas. Elle est le plus souvent due à un adénome parathyroïdien unique. Elle peut être due à une hyperplasie parathyroïdienne, mais c'est rare, et c'est exceptionnel que c'est dû à un carcinome parathyroïdien. Le diagnostic positif, bien sûr, il est purement biologique et le traitement est principalement chirurgical. Donc, c'est une étude rétrospective observationnelle qui a été effectuée sur 83 malades suivis pour hyperparathyroïdie primaire au sein des 2 services d'endocrinologie de Rabat sur une période d'études s'étalant sur 7 ans. Donc, l'âge moyen de nos malades était de 53 ans avec une nette prédominance féminine. La plupart de nos malades étaient symptomatiques lors de la révélation de leur hyperparathyroïdie primaire. Et c'était surtout des douleurs osseuses dans 28% des cas et rarement dues à une pancréatite aiguë. Les manifestations cliniques sont représentées surtout par des signes ostéoarticulaires suivis par des signes généraux. La calcémie moyenne était de 122 mg par litre. Et la plupart de nos malades avaient une hyperparathyroïdie hypercalcémique.
La parathormonémie moyenne était élevée chez tous nos malades et la parathormonémie moyenne était de 261 picogrammes par ml, la phosphatémie moyenne de 23 mg par litre et la calciurie de 24 heures, elle était à 274 mg par 24 heures. Donc l'échographie cervicale a été réalisée chez tous nos malades et l'a montré dans 89% des cas des nodules parathyroïdiens avec une sensibilité de 89% et la scintigraphie au cystamibi a été réalisée chez 59 de nos malades montrant des adénomes parathyroïdiens avec une sensibilité plus élevée de 92%. 79 de nos malades, donc la plupart de nos malades, avaient bénéficié d'une adénomectomie et l'étude anatomopathologique a révélé un adénome parathyroïdien. Voici la répartition des différents types histologiques retrouvés dans notre étude. Passons à la discussion. Donc, la prévalence instantanée actuelle est de l'ordre de 1 cas sur 1000. L'augmentation de l'incidence est expliquée par l'apparition dès les années 70 par la mesure automatisée de calcémie, donc, qui a permis de poser le diagnostic d'hyperpara dans un stade asymptomatique. La particularité de notre série, c'est qu'on avait des cas d'hyperparathyroïdie primaire symptomatiques, ce qui insinue le retard diagnostique. Nous avons comparé notre âge moyen avec les différentes études de la littérature et on se rapproche de l'étude réalisée à l'hôpital militaire de Marrakech. Avec un âge moyen de 58 ans, la prédominance féminine est nette dans toutes les études. Pour les manifestations cliniques, dans notre série, c'était surtout les signes ostéo-articulaires et aussi bien dans l'étude réalisée au Mali. Pour le profil biologique, on avait une calcémie moyenne qui se rapproche de l'étude aussi réalisée à l'hôpital militaire de Marrakech. L'hypercalciurie de 24 heures de notre série se rapproche de celle réalisée en France en 2016. Pour le statut vitaminique, la plupart de nos malades étaient carencés en vitamine D, soit 60% des cas. Donc, le type histologique le plus prédominant était l'adénome parathyroïdien et aussi bien dans les différentes études réalisées dans la littérature. Pour le retentissement, c'est surtout le rein et l'os. Donc, pour le rein, on mesure la fonction rénale, on calcule notre débit de filtration glomérulaire, la calciurie de 24 heures, et on demande une échographie rénale et un ASP qui a montré des lithiases, donc dans 37% des cas sur ASP et dans environ 40% des cas sur échographie. Pour le retentissement osseux, on réalise des radiographies osseuses et une ostéodensitométrie qui a montré une ostéopénie dans 20% des cas et une ostéoporose dans 33% des cas. Donc le bilan de localisation, c'est un bilan qui est préopératoire, qui est réalisé lorsque l'indication chirurgicale est posée. Donc les deux bilans de localisation les plus souvent réalisés, c'est l'échographie cervicale qui a été réalisée chez tous nos malades avec une sensibilité très élevée. Aussi bien la scintigraphie au cystamibi qui a été aussi réalisée chez la plupart de nos malades. Il existe d'autres types d'imagerie, mais moins utilisés ou de moins recours en pratique, comme le scanner ou l'IRM. Pour le traitement, le but, c'est simple, on normalise la calcémie, on contrôle les symptômes et on évite l'évolution vers les complications. On dispose de 4 principaux moyens, une bonne hydratation orale, un apport calcique normal, une éviction de traitement hypercalcémiant. Pour le traitement médical, pour les biphosphonates, surtout l'acide zolédronique a été utilisé dans 15% des cas. Le Mimpara ou les calcimémétiques a été utilisé dans environ 5% des cas. On n'a pas utilisé de calcitonine ou de SERM. Il existe une autre méthode, c'est l'alcoolisation d'adénome parathyroïdien, non utilisée dans notre série. Et le gold standard, c'est le traitement chirurgical. Donc c'est simple, devant une forme symptomatique, c'est principalement la chirurgie qui a été réalisée chez la plupart de nos malades, qui était opérable et a montré un adénome parathyroïdien. Pour les formes asymptomatiques, le consensus a changé, et donc en 2022. Et donc l'âge du patient, moins de 50 ans, est un critère chirurgical de chirurgie. L'hypercalcémie, le T-score inférieur à 2,5, la présence d'une fracture vertébrale radiographique, une clairance inférieure à 60, une hypercalciurie supérieure à 250 chez la femme et supérieure à 300 chez l'homme, la présence de lithiase ou de néphrocalcinose. Dans notre série, on avait beaucoup de cas d'hypocalcémie post-opératoire, donc avec environ 35% des cas, et quelques cas de hungry bone syndrome.
Pour conclure, l'hyperparathyroïdie primaire est la cause la plus fréquente d'hypercalcémie. Le dosage de la calcémie doit être systématique pour guetter une forme asymptomatique. Les indications de la chirurgie ont été révisées sur un workshop de 2022 et le dosage péropératoire de la parathormone est utile pour s'assurer de l'efficacité de la chirurgie et je vous remercie.